Pourquoi vous devez avoir des détracteurs? Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, développement personnel et développement professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un ouvrage qui fait référence, malgré son titre un peu ronflant. Il s'agit du livre « Les 22 lois immuables du marketing ». Alors comme je disais, ça fait un titre un petit peu ronflant, c'est-à-dire ça peut sembler un peu présomptueux d'écrire un livre avec un titre aussi solennel que Les 22 lois du marketing, mais les deux auteurs, Hal Ries et Jack Trout, sont en fait effectivement des références dans ce domaine. C'est notamment eux qui ont écrit l'excellent ouvrage Positioning, The Battle for Your Mind, donc la bataille du positionnement, qui est un livre de référence que j'ai déjà chroniqué sur cette même chaîne YouTube et qui est un livre qui reste un best-seller après plus de 20 ans de publication et dont en plus toutes les prédictions sur l'avenir des entreprises qui ont été citées dans le livre se sont réalisées parce que les auteurs savent de quoi ils parlent. Dans ce livre, qui est en fait un livre très court, les auteurs parlent de ce qui selon eux sont effectivement 22 principes qui ne changent pas en termes de marketing, malgré l'évolution des techniques et des technologies. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de ces principes qu'ils appellent la loi du focus. Pour Hal Ries et Jack Trout, le développement d'une entreprise pour qu'elle devienne un leader sur son marché à grande échelle repose entièrement dans l'idée que si vous voulez que votre entreprise se différencie et domine, eh bien, vous devez avoir un positionnement. Et un positionnement qui soit unique. Et selon les auteurs, ce positionnement unique, en fait, il peut se résumer tout simplement en disant que vous devez posséder un mot dans la tête de votre prospect. Autrement dit, quand le prospect pense à ce mot-là, il doit penser automatiquement à vous. Certaines marques possèdent évidemment ce genre de positionnement à l'échelle mondiale. Par exemple, quand vous pensez à une marque de soda, eh bien, si vous demandez à l'homme de la rue « citez-moi une marque de soda » ou une marque de boisson gazeuse, la première chose qui leur viendra à l'esprit, c'est Coca-Cola. Et c'est ce qui explique que Pepsi, par exemple, ne soit qu'un distant numéro 2 derrière Coca-Cola et que après Coca et Pepsi, toutes les autres marques de soda dans le monde se partagent en fait quelques pourcents de la part mondiale de vente de soda, et Coca-Cola représente à lui tout seul plus de la moitié de toutes les ventes. De la même façon, si on dit est-ce que vous pensez à un fast-food, une chaîne de fast-food, eh bien la plupart des gens vont penser à McDonald's. Ils vont, que si vous leur demandez de leur citer plusieurs noms, ils vont penser peut-être à Burger King, à Quick, à Wendy's, etc. Mais la première marque qui vient à l'esprit, c'est McDonald's. Et bien de la même façon, si on pense à... il ne s'agit pas que des produits de vaste consommation comme ça, ça peut aussi s'appliquer à des produits de luxe, parce que même des marques d'automobiles comme Ferrari, comme Lamborghini, etc. possèdent chacune en fait un positionnement qui fait que ce n'est pas le même mot et ce ne sont pas les mêmes acheteurs qui vont chercher à acheter une Porsche, une Ferrari, une Lamborghini. Et quand nous on veut vendre notre produit, eh bien il faut chercher quel est le mot, quel est le concept qu'on va posséder dans l'esprit de nos clients. Et dans la loi du focus, ce qu'expliquent les auteurs, c'est qu'en fait, quand vous choisissez ce qui va vous représenter, eh bien, premièrement, vous vous fermez à d'autres possibilités. Par exemple, ici, l'exemple de Atari, que certains de mes spectateurs reconnaîtront comme le nom d'une entreprise qui, dans les années 80, était leader absolu pour ce qu'il s'agit de faire des consoles de jeux vidéo. Mais en fait, en 1982, Atari a dit « Attention, en ce moment, on est un peu embêté parce qu'on est synonyme du mot jeu vidéo. Quand les gens pensent jeu vidéo, ils pensent Atari. Mais en fait, Atari eux-mêmes pensaient que le jeu vidéo, c'était une mode et non pas un phénomène, non pas une tendance de fond qui allait durer encore pendant 30 ou 40 ans. Donc, en 1982, le PDG d'Atari a dit « On ne veut pas être synonyme de jeu vidéo. Parce que jeu vidéo, c'est bien, effectivement, on le fait bien, mais en fait, on n'y croit pas tant que ça, à notre propre truc. On veut être synonyme de produits électroniques grand public. Autrement dit, on veut faire un peu de tout, on veut faire des ordinateurs, on veut faire... Et eh bien, voilà, en quelques années, Atari, non seulement n'a jamais réussi à devenir une marque leader, la plupart des personnes
plus jeunes que 1982 qui regardent cette vidéo n'ont peut-être jamais entendu parler de la marque Atari. On n'a pas aujourd'hui des ordinateurs Atari, on ne surfe pas sur des sites internet avec des serveurs de Atari, on n'utilise pas des écrans électroniques Atari sur nos ordinateurs. Et la marque, en fait, non seulement n'a jamais réussi à s'établir dans le domaine de l'électronique grand public, pas comme Sony par exemple, mais en plus a perdu son positionnement qu'elle avait à la base sur le jeu vidéo pour être remplacée d'abord par Nintendo et ensuite par Sony, tiens, pendant qu'on y est, avec la PlayStation, et ensuite par Microsoft, des marques qui en fait sont venues bouffer leur espace en établissant des marques distinctes. Donc par exemple, l'entreprise Sony et l'entreprise Microsoft occupent une portion importante du monde du jeu vidéo, mais avec des marques qui sont en fait PlayStation et Xbox. Et donc l'idée en fait de la loi du focus, c'est premièrement, vous devez définir un positionnement étroit. Ce positionnement en fait, il doit vous permettre de savoir exactement quelle est votre case, de façon à ce que vous puissiez dominer cette case. Je reprends l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola est numéro 1 quand vous pensez à soda, mais n'est pas numéro 1 quand vous pensez à boisson, ou quand vous pensez à liquide, ou quand vous pensez à quelque chose. D'accord ? Ils sont quand même, c'est quand même une catégorie très précise, soda, même si ça peut paraître, parce qu'il y en a partout, paraître une catégorie large, c'est quand même une catégorie très précise. Et si vous êtes numéro 1 en champagne, bio, eh bien, essayer de devenir numéro 1 en champagne tout court, c'est un bond qui est gigantesque et qui risque en fait de couler la boîte du jour au lendemain. Donc la première partie de cette loi du focus, c'est ça, c'est cette idée que vous devez être précis. La deuxième partie de la loi du focus, eh bien, c'est quelque chose de très paradoxal. Eh bien, c'est que votre positionnement, en fait, doit être controversé. Autrement dit, vous devez choisir une position sur laquelle il est possible de ne pas être d'accord. Les auteurs prennent un exemple en disant, en fait, imaginons que je sois un homme politique et que je décide de me positionner en disant, alors moi, je vais faire un truc révolutionnaire, je vais faire de la politique honnête. Eh bien, si vous dites, on va faire de la politique honnête, personne ne va chercher à argumenter contre cette intention. Si vous dites, notre facteur qui nous définit, c'est le mot honnête, personne ne va dire, alors eux, c'est les mecs honnêtes, et bien nous, on va être les mecs malhonnêtes. Le problème, c'est que du coup, si tout le monde est, entre guillemets, dans le même camp que vous, eh bien, en fait, vous n'avez personne qui est réellement supporter de ce que vous faites. Si vous dites, on va faire une politique agressive on va faire une politique agressive de nationalisation. Et bien là, par contre, vous allez avoir des gens qui sont contre vous. Si vous dites, on va faire une politique agressive d'investissement dans les entreprises, eh bien, alors premièrement, je serai à fond pour vous, c'est une très bonne idée, mais vous allez avoir toutes sortes de gens qui disent non, c'est scandaleux, investir dans les entreprises, vous donnez de l'argent aux riches, de toute façon les entreprises c'est le diable, on devrait tous s'habiller en rouge et l'argent ne devrait plus exister, et alors, bref, vous aurez plein de gens contre vous. De la même façon, si vous dites l'inverse, si vous dites en France on devrait se débarrasser des entreprises, vous aurez plein de gens contre vous, y compris moi. Et donc, le fait d'avoir un sujet, de choisir en fait un positionnement qui soit volontairement, qui soit possible d'être controversé, eh bien c'est ce qui fait que vous allez avoir plus de traction. Il y a ce principe qui dit que si vous arrivez à faire en sorte que 51%, que vous arrivez à faire en sorte que la moitié des Français vous déteste, eh bien vous serez élu président de la République. Parce que, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Déjà, parmi les gens qui vous détestent, on ne va pas voter. Et voilà, en fait, si vous voulez réussir à percer, il faut un grand nombre de personnes qui ne soient pas d'accord. Il faut quand même que vous choisissiez un positionnement où des gens sont d'accord. Donc, de la même façon que ça ne marche pas de dire on va faire de la politique honnête, ou alors, par exemple, je suis dans le secteur du marketing. J'enseigne des stratégies de marketing. Eh bien, en général, les gens dont le positionnement, c'est de dire « Alors nous, on va vous enseigner le marketing honnête, le marketing éthique, le marketing, qu'en sais-je, le marketing bio et de commerce équitable et qui sauve les petits chats et qui nourrit les dauphins. » Eh bien, en général, si vous dites
on va faire du marketing, mais attention, comme le marketing c'est mal, on va dire aux gens, on va faire du marketing gentil. Le problème, c'est que personne n'est en désaccord avec cette idée. En fait, tous les gens qui enseignent du marketing et qui sont déjà bien établis enseignent déjà du marketing avec des principes éthiques. Ils le font de façon différente. Par exemple, quand je dis on va faire, je vous donne un exemple concret, j'utilise l'expression marketing bienveillant en disant mais en fait, ce qu'on veut faire dans notre marketing, c'est faire un marketing où on va faire le suivi avec les clients, on ne va pas essayer de faire la vente la première fois. Eh bien, il y a des gens qui sont en désaccord. Il y a par exemple sur le marché français des gens qui sont très connus, que beaucoup de gens vont reconnaître, qui enseignent, mais en fait, la meilleure façon de faire du marketing, selon eux, c'est on fait de la publicité sur Facebook, on envoie les gens sur une page avec une vidéo, la vidéo est pas très longue, elle vend un produit qui est pas très cher, 7 €, 17 €, 27 €, et du coup, comme c'est un achat impulsif, les gens achètent facilement, et hop, on va vendre le premier produit. Bon. C'est défendable comme point de vue. Je suis totalement en désaccord avec ce point de vue, mais c'est défendable comme point de vue. Et ce qu'on veut, en fait, c'est avoir une position qui soit défendable. Donc, c'est-à-dire, nous, on a notre avis, les autres mecs d'en face, ils ont leur avis, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. On peut balancer des briques sur les mecs d'en face en disant « Non, mais c'est nul, c'est vraiment là ce qu'ils font. » Mais en fait, ils existent, les mecs d'en face. Si vous dites, par contre, on va juste, si votre marque, c'est « Ne soyons pas des arnaqueurs », il n'y a pas de mec d'en face. Il n'y a personne qui va contredire ce que vous dites et du coup, eh bien, votre message est beaucoup moins puissant et beaucoup moins fort. Quand je dis par exemple entrepreneur libre, quand je mets des vidéos sur YouTube et sur Facebook en disant ben voilà, vous devez être un entrepreneur libre, je ne veux pas vous dire le nombre de commentaires que je reçois chaque semaine de gens qui disent mais en fait un entrepreneur libre ça n'existe pas, vous êtes dingue. Non, il y a le RSI, il y a la CIPAB, il y a ceci, il y a les cotisations sociales, en plus il faut payer des salariés si on veut se développer, on va travailler dur, etc. Non, pour être libre, il ne faut pas être entrepreneur. Il y a des gens qui sont en désaccord avec ça. Si vous regardez mes vidéos, vous êtes probablement en accord avec l'idée qu'on entreprend pour devenir libre, mais il y a des gens qui me pendraient sur la place publique et mettraient le feu ensuite à la potence en disant déjà entreprendre c'est mal et ensuite être un entrepreneur libre, c'est pas possible. Donc, j'ai plus de traction en faisant ça que si j'avais un point de vue qui soit en fait soit sur lequel tout le monde est d'accord, donc un point de vue évident, soit un point de vue qui soit en fait pas défendable parce que personne n'est d'accord et donc il n'y a personne qui me suit. Donc cette loi du focus, elle est hyper importante. Retenez bien, vous devez avoir un point de vue qui soit défendable mais controversé. Et si vous avez ce point de vue, eh bien votre entreprise va se développer à vitesse grand V. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode de Lecture de l'Entrepreneur Libre. D'ici là, si vous ne recevez pas les vidéos, si vous n'êtes pas inscrit pour les recevoir gratuitement, je vous mets un lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui qui vous permet de vous abonner gratuitement et comme ça, vous recevrez chaque lundi la prochaine vidéo. Et sachez qu'en ce moment, je fais une offre spéciale pour mon livre « Le secret des entrepreneurs libres ». Vous pouvez recevoir le livre chez vous sans payer un centime. Toutes les infos sont aussi dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, à très vite. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un excellent ouvrage quand vous devez vendre des produits, des services ou vous vendre vous-même. Il s'agit d'un livre en anglais, malheureusement pas encore traduit en français, qui s'intitule